d'une fake news, c'est précisément, spécifiquement, d'influencer l'opinion publique. Elle est construite pour ça. J'imagine qu'on vous en a parlé dans votre classe cette année. On a défini la fake news par la volonté. C'est pas simplement une erreur ou une information erronée. C'est une information qui comporte généralement un petit bout de vérité pour paraître crédible et qui est conçue de manière à influencer l'opinion. Comme vous le disiez votre proviseur tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, qui est vu comme les sociétés humaines. Simplement, on a vu une inflation par l'avènement des réseaux sociaux, par la rapidité de l'information, par les modèles aussi des médias qui font qu'on est de moins en moins nombreux dans les rédactions à pouvoir travailler les fonds du sujet. Et, bon, ce qui fait qu'on a tendance peut-être à les faire plus passer. Elle se télescope aujourd'hui aussi avec le politique, dans la mesure où le marketing et les règles du marketing commercial sont de plus en plus utilisées par le politique, et des informations, pas forcément fake, mais embellies, détournées, vont être aussi utilisées comme des moyens de se rallier l'opinion. Donc c'est aujourd'hui, je pense, oui, un impératif démocratique, non seulement de s'en prémunir, mais de les débunker, mais surtout d'apprendre à les repérer et de développer des méthodes de sens critique qui permettront de ne pas y être perméable. Merci beaucoup. Une réponse de ces messieurs éventuellement? Oui, je peux y aller. Non, alors, moi, il y a quelque chose en quoi la désinformation influence l'opinion publique. Moi, j'y vois quelque chose comme en fait, et c'est ça, et on en revient au thème du débat, c'est les dangers le danger de la désinformation pour la démocratie, c'est que la désinformation, c'est une espèce de travail de sape, en fait, quotidien. C'est-à-dire la désinformation vous essaye petit à petit d'inculquer de façon plus ou moins subtile des choses dans l'esprit des gens. Je vous prends une thématique qu'on retrouve partout dans le monde, parce qu'à l'AFP, du fact-checking, de la vérification, on en fait en 7 langues et on a des journalistes partout dans le monde pour le faire. On a un thème, par exemple, qui revient systématiquement, et ce ne sera pas une surprise, c'est le thème du migrant, de l'étranger, de l'autre, finalement. Et la désinformation, c'est j'allais dire, de pilonner sur ce thème pour dire que l'autre, le migrant, l'étranger, est un danger pour soi, pour sa société, pour ses valeurs, etc. Et en fait, c'est tous les jours qu'on va voir ce thème revenir de façon plus ou moins subtile. En France, on va beaucoup insister sur les dangers de l'immigration venue d'Afrique ou venue de Syrie, etc. Alors, sur fond d'islam, mais c'est aussi vrai en Colombie avec les immigrés vénézuéliens qui fuient la crise, et c'est vrai aux États-Unis avec les gens d'Amérique latine, et on retrouve ça à peu près partout, ou alors c'est les minorités en Indonésie, etc. On va dire attention, les chrétiens sont des grands méchants, etc. Donc c'est un espèce de travail de sape tous les jours qui, de façon, encore une fois, oui, comme je disais, de façon plus ou moins subtile, va entrer, va diffuser des idées qui vont s'ancrer sans que les gens se rendent vraiment compte dans la tête. Et sur la thématique des migrants, encore une fois, ça va ancrer la tête que le migrant est forcément un danger pour soi, pour sa famille, pour sa société, etc., pour son travail, pour sa sécurité. Et c'est ça qui est très difficile à combattre, c'est que, en tout cas quand on est journaliste, c'est qu'on ne peut pas... il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les prendre une par une et dire attention, c'est faux, etc. Parce que ça revient ça revient en permanence. Donc... il faut, c'est là que le combat est en tout cas difficile pour nous. Je vais abonder en son sens, évidemment. Je vais vous prendre 2 exemples, parce que pour les avoir vécus, l'élection américaine et l'élection brésilienne. Je vais parler du Brésil qui t'a ému profondément, et je pense que là, on a une sorte de logorée de fake news qui nous ont appris des choses, qui nous ont peut-être pas appris la clé comment les combattre, mais en tout cas, on a vu cette onde venir, et surtout cette manière récurrente, ce côté travail de sape, comme tu dis très bien, qui est répétitif. Ce côté où il y a des fermes de trolls, vous voyez ce que je veux dire, ça existe vraiment, on a désigné des gens, dans l'enquête Muller, de Robert Muller, il y a une personne qui est à la tête d'une
ferme de trolls en Russie, c'est le cuisinier de Poutine. Donc on sait que ça existe. Mais quel est l'impact sur la démocratie? Quel est l'impact sur notre travail à nous? Je vais vous donner l'exemple américain. Il y a quelques chiffres, si ça ne vous embête pas, mais il y a très peu d'ailleurs d'enquêtes a posteriori, parce que c'est très compliqué à calculer. Mais à Stanford, qui a fait, il y a 2 ans à peu près, une enquête sur plusieurs fake news. Par exemple, celle où d'un seul coup on a appris que le pape sur Facebook soutenait Donald Trump, qui était un fake. Sur les 1200 personnes, pratiquement 15% de personnes l'avaient vu, ce qui est déjà une chose, sur 1200, ce qui n'est pas un panel gigantesque, mais qui nous donne déjà une indication. Et sur les 15%, il y en a 8% qui l'ont cru. Donc déjà, vous voyez un peu comment ça se décline au niveau des chiffres. D'après cette étude-là, ils pensent aux États-Unis que 1,2% des gens voient des fake news. Donc vous voyez un petit peu l'incidence, il y a 15%, 8%, là c'est 1,2%. Évidemment, ce chiffre augmente, puisque là, comme tu dis, ça se multiplie, il y a des professionnels qui le font de manière intensive. Maintenant, est-ce que ça impacte sur une élection comme l'élection de Trump? Quand on sait que Trump a gagné grâce à 3 États, je vous rappelle, Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, avec 0,51% de différence, c'est ces 3 États-là qui ont fait basculer. Les 0,51% de différence, vous voyez qu'on est très proche de ces chiffres-là. Alors, c'est évidemment pas une fake news qui fait basculer une élection, peut-être qu'un jour ça pourra venir, mais c'est cette accumulation de fake news. Alors, nous, notre travail et puis nos doutes à nous, c'est comment lutter contre ça. Parce que ça attaque évidemment la démocratie et une élection démocratique, mais je crois que ça impacte encore plus sur notre travail même de journaliste, mais de donner l'information. C'est-à-dire comment nous on la transmet, sur quelle plateforme, etc., sur quel site, puisque toutes les adresses se valent sur Internet. Et je prendrai juste le dernier exemple, c'est sur le Brésil, qui m'a ému profondément. On y a vécu, c'est pour ça que mes enfants sont ici, en classe de portugais, les 3, voilà, ils ont suivi tout ça. C'est la force d'un autre réseau, le WhatsApp. Il faut savoir qu'au Brésil, les SMS sont extrêmement chers. C'est à peu près 40 centimes de SMS. Donc tout le monde bascule sur WhatsApp, qui est gratuit. Et Bolsonaro a trouvé un truc formidable. Il a payé une entreprise pour créer des plateformes de WhatsApp. Et j'ai des souvenirs d'avoir mangé avec des gens qui sont plutôt à gauche, plutôt progressistes, plutôt âgés, passer une soirée entière à recevoir des WhatsApp, à peu près 4 ou 5 par soirée, pour dire que Haddad, le candidat de l'opposition, était pédophile. Juste ça, comme ça. Et vous savez, quand on mange pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, recevoir ça, parce que ça sonne, sur le WhatsApp sonne, c'est votre intimité, c'est votre numéro, etc. On a su après coup, après l'élection, qu'il a remporté, je vous rappelle, 65% des voix à Rio de Janeiro, 67% à São Paulo, qui sont les 2 grosses capitales, sur ces plateformes-là, puisqu'il n'a pas fait de campagne du tout, il n'a jamais accepté un seul débat, il n'a juste gagné que sur ces informations-là, sur ces réseaux. Et là, ça devient très inquiétant, parce que là, contre WhatsApp, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. On peut faire des papiers, mais est-ce qu'ils sont lus par les gens qui sont utilisateurs et récipiendaires de ces informations-là? J'en doute. Quand on voit les derniers chiffres aux États-Unis, c'est 20 à 25% des gens qui ne sont plus dans le mainstream media. Ça veut dire qu'ils ne lisent plus, et je mets Fox News dedans. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne s'informent aujourd'hui principalement que des réseaux qu'ils ont créés eux-mêmes, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, etc., etc. Donc des bulles qui grossissent et que nous, journalistes, on n'arrive même plus à atteindre. J'ai un exemple à te donner. Il y a le 22 mai, Nancy Pelosi a vu une vidéo d'elle-même sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ça monte assez fort là en ce moment. Une vidéo d'elle sur Facebook, truquée, ralentie à 75%. Nancy Pelosi est la 3e dame, la 3e personnalité la plus importante aux États-Unis, c'est la présidente du Congrès, de la Chambre des représentants, elle est démocrate, 78 ans. C'est l'opposant en chef de Donald Trump. Donald Trump la déteste, il s'est levé, il est parti plusieurs fois, ils se sont engueulés, et elle arrive à garder son calme. Le 22 mai, une vidéo d'elle a été diffusée avec une manière assez facile à faire, un ralenti de 75% de son débit de parole, qui fait qu'on avait l'impression qu'elle était complètement sous alcool. Elle ralentissait ses mots, ses gestes, etc. Cette vidéo a été reprise par l'avocat même de Donald Trump, Giuliani, l'ancien maire de New York. Fox News a repris des anciennes vidéos d'elle et les a mis bout à bout pour voir comment elle avait du mal, parfois, en fin de journée, à parler. Ils ont fait sur Fox News, ils ont fait parler des jeunes qui voyaient la vidéo en disant voilà, mais elle est
bourré. Enfin, on a vraiment eu ce genre d'expression. Il y a eu du fact-checking. On a vu que cette vidéo a été ralentie, ce qui n'a pas empêché Donald Trump de tweeter, de donner un lien sur cette deuxième vidéo de Fox News. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Et non seulement le président retweet du fake, on est quand même aux États-Unis, hein, avec le mondial, et on a évidemment posé la question à Facebook. Pourquoi vous n'avez pas supprimé la vidéo? Et c'est là que ça devient, alors là, ça devient pour nous complètement, pas schizophrène pour nous, mais en tout cas pour Facebook. La VP de Facebook a dit que c'était pour laisser l'information aux gens, pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion. Donc le fake est devenu un news, puisque maintenant donc, ça nous est livré à nous. Elle a juste ajouté, nous avons ralenti le débit de diffusion. C'est-à-dire qu'ils ont changé l'algorithme sur Facebook pour faire en sorte que la vidéo soit un peu moins diffusée. Moi, ça me pose un énorme problème, c'est pas possible. C'est-à-dire, on a tous fait des articles pour dire c'est du fake, une manière en plus assez maladroite de ralentir le débit, etc. Et si on connaît un peu Nancy Pelosi, on sait que c'est plutôt une femme à poil qui sait parler plutôt très bien, mais ça marche. Dans quelle mesure? Je vous ai donné quelques chiffres au départ. Oui, je pense que il y a cet aspect-là qui est important. Je pense que la fake news pure politique, on parlait tout à l'heure des chiffres d'impact, sont très faibles. Hein. C'est pareil, là, pendant ces dernières élections européennes, l'université d'Oxford a scanné à peu près 500 000 messages tweetés sur les réseaux sociaux. En gros, c'est moins de 4% des infos partagées émanaient de sites pas fiables. Et je ne dis même pas celles qui ont été crues, mais qui ont été... donc, elles existent, elles sont là, elles sont reprises, ça ne veut pas dire qu'elles aient un impact. En revanche, ce qui va avoir un impact de plus en plus lourd et qu'on observe de plus en plus, c'est la malinformation. C'est l'information tronquée, l'information incomplète, l'information que des journalistes prennent pas forcément le temps de vérifier, des sujets très souvent qui sont des sujets scientifiques qui sont instrumentalisés comme personne n'a, on a un peu la flemme d'aller, c'est complexe d'aller vérifier. Alors on va écouter différents groupements d'intérêt et puis les coller et puis débrouillez-vous avec. Cette malinformation-là, oui, elle est de plus en plus importante, de plus en plus prégnante. Et on a beaucoup de mal à s'en prémunir. Et je rejoins ce que disait mon frère de l'AFP. Ce sont des choses qui infusent dans les esprits et qui ensuite deviennent des vérités. C'est le problème des biais cognitifs. C'est-à-dire, c'est là où aussi où revient l'algorithme de Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez chercher de l'information sur les vaccins. Vous n'allez pas trouver l'information la plus pertinente sur les vaccins, ni la plus fiable. Vous allez trouver celle qui intéresse le plus les gens, c'est-à-dire la moins fiable et la moins pertinente. C'est celle qui va arriver tout de suite dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est vrai que tant que Facebook n'intervient pas pour, d'une certaine manière, réguler ça, et ce qui ne semble pas du tout être le souhait actuel, je ne sais pas trop comment on peut s'en sortir. Donc, peut-être déformer au propos ou quoi que ce soit, mais du coup, pourquoi les gens chercheraient donc l'information la plus fiable? Parce que ça, on a tous ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers l'information qui nous comble, qui nous fait plaisir et qui correspond à nos souhaits ou à nos désirs. C'est-à-dire que j'ai entendu tellement répéter, et puis je sais pas, j'ai pas trop confiance, je pense que les vaccins sont dangereux pour la santé et causent l'autisme. Je le pense. Et aujourd'hui, avec la multiplication des supports, des médias, il va être finalement très facile de trouver des bouts d'informations qui vont venir conforter mon biais. Et je vais pouvoir me construire une réalité, quand bien même elle est factuellement fausse. Ça va être très compliqué d'accéder finalement à la bonne information. Et les gens, comme on dit, deviennent acteurs de leur propre information. Les algorithmes leur renvoient les choses qui leur conviennent. Et on s'informe comme ça, on s'enferme dans une bulle de perception de laquelle il devient très difficile pour les journalistes d'extraire les gens. Donc les réseaux sociaux offrent ça. Est-ce que pour autant ils sont responsables de tout? Non, enfin, je veux dire, si aujourd'hui il y a une telle prolifération de désinformation, de manipulation de l'information, il y a aussi plein d'autres responsabilités. Responsabilité de nos journalistes,
parce qu'on ne fait pas toujours bien notre métier, il y a de la malinformation, Géraldine Gosselin le disait à l'instant. Voilà, il y a plein de choses, c'est aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités, d'arrêter de souffler sur les braises, enfin bref, je vais pas, c'est extrêmement compliqué. Mais pour rebondir sur ce qui était dit sur la fameuse photo de Nancy Pelosi, parce qu'on dit toujours, oui, ben c'est ce qu'on appelle les plateformes, c'est à Facebook, c'est à WhatsApp, c'est à Twitter de faire davantage, il faudrait... Voilà. Et c'est intéressant le problème de la vidéo de Nancy Pelosi. Parce que, grosso modo, on se dit tous en tant que citoyens, mais pourquoi Facebook ne supprime pas cette vidéo? Parce qu'elle est fausse, on sait qu'elle est fausse. Mais moi, je pense que ça pose un vrai problème. Parce que si Facebook commence à décider, c'est une plateforme, eux, ils se sont toujours positionnés en plateforme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des éditeurs, ils n'éditent pas des contenus, ils se présentent toujours, Facebook, quand vous les rencontrez, comme une société de technologie. C'est-à-dire qu'ils vous offrent un service, c'est d'héberger vos contenus, vos photos de vacances, mais aussi une fausse vidéo, enfin en tout cas une vidéo truquée de Nancy Pelosi. Mais si Facebook décide de supprimer, demain, moi je suis partisan de Donald Trump, et puis je vais voir un sketch du Saturday Night Live, qui est la grande émission humoristique américaine, et je vais dire, il ridiculise le président Trump, il y a des gens qui vont le prendre au premier degré, donc supprimer. Et je vous assure, j'exagère à peine. Donc ça pose un vrai problème aussi là, c'est le thème de débat de ce soir, la démocratie et la manipulation. Est-ce qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, ces plateformes, Facebook, mais aussi WhatsApp, qui appartient à Facebook, ont une importance considérable dans notre quotidien. Est-ce qu'en leur demandant et je n'ai pas de réponse absolue, est-ce qu'en leur demandant de supprimer des contenus, est-ce qu'on ne leur donne pas déjà encore plus de pouvoir qu'elles n'en ont? En tant que journaliste, le travail de base, c'est de travailler, travailler, travailler. C'est de creuser, creuser, creuser. C'est de tout le temps vérifier, vérifier, vérifier. Il faut être... on a la chance d'avoir des grands médias, on a la chance d'avoir des spécialistes. Je crois beaucoup à des personnes qu'on appelle chez nous, que ce soit des desk-man ou une spécialisation. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt sur l'Amérique du Sud, par exemple, des gens qui sont plutôt sur l'Iran, parce que suivre n'importe quel exemple, la guerre des FARC en Colombie, on a une spécialiste qui est depuis 20 ans, qui est professeure en plus en fac, qui est notre correspondante là-bas. Elle s'est, je pense, pratiquement jamais trompée, alors que c'est des conflits, on peut se tromper tout le temps. C'est extrêmement difficile. On part demain au Venezuela, c'est extrêmement difficile. On fait la guerre de Libye, etc. Il faut des spécialistes, il faut parler la langue, il faut gratter, il faut avoir des sources, il faut les vérifier, sans arrêt. Et puis surtout, c'est la durée. C'est-à-dire qu'on peut... un jour écrire, tout le monde peut écrire un article formidable un jour, un long article, etc. Ce qui est difficile, c'est la durée, c'est d'en faire tous les jours. Et donc on a des réflexes, il faut les remettre en cause, il faut avoir des sources, il faut lire le maximum de choses. Parce que ce que vous disiez, on était à une époque, l'âge d'or, on venait avec un calepin, on avait une doc, que la doc nous préparait, ou qu'on allait chercher nous-mêmes, on découpait, moi j'étais le roi. Ma femme m'a engueulé tous les soirs parce qu'elle avait des piles entières de vieux journaux jaunis par le temps, poussiéreux, etc. Et la semaine qui conclut. Donc c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est tout sur ce petit écran, je mets dans des boîtes, et puis j'accumule, j'accumule, j'accumule. J'ai mon filtre. C'est ça, c'est qu'il faut que ça vous gratte les yeux quand vous regardez un site. Quand vous voyez des sources, il faut que pratiquement que vous vous mettiez à pleurer. Merde, qu'est-ce que c'est que ce site? Quelle est cette source? C'est le seul travail. Et ça, effectivement, ça devient de plus en plus difficile parce que c'est une multiplication permanente des outils. Et la menace pour la démocratie, je crois que j'ai répondu, c'est une menace pour nous, pour la presse en elle-même. C'est-à-dire quelle est l'information que nous, on diffuse, comment on la travaille. Je ne sais pas si c'était avec vous, mais un de mes premiers papiers au monde, il y a fort lointain, dans les années 90, fin des années 90, c'est le début de l'Internet. J'ai fait une page entière sur les homeless dans les égouts de Las Vegas, diffusé à 11h30, donc le papier, sur notre site qui était Les Sons 97-98. À midi et demi, je reçois un email des États-Unis pour me dire mais comment se fait-il qu'un journaliste du Monde copie mot par mot, mot à mot, un article américain d'un blogueur de Las Vegas. Je vais voir sur le site et j'ai vu qu'il avait utilisé Google Traduction, je ne sais pas si ça existait encore, et qu'il avait repompé texto, le même texte, il avait tout repris, sans mettre évidemment la signature, mais la sienne. Contre la désinformation, je crois que c'est... Il n'y a pas de formule miracle, mais il faut que nous toutes et tous, enfin voilà, en tant que citoyens,
on apprenne à douter de tout en fait. Et c'est ce que Géraldine le disait très bien, on a tous des biais cognitifs, on est tous le fruit d'une éducation, d'une culture, d'un milieu social. Et on a tendance à croire des choses qui vont dans le sens de notre éducation, de nos principes, etc. Mais pour autant, il faut lutter contre ça. Hein. Le cerveau a du mal, mais il faut essayer de lutter contre ça et de pas de douter de tout et de ne pas hésiter parfois à remettre en cause ce qu'on pense. Parce que la manipulation d'information, la désinformation, elle joue là-dessus, elle joue sur ce biais cognitif en appuyant toujours dans le même sens, en insistant pour vous, encore une fois, c'est ce qu'on disait au tout début du débat, pour infuser des idées. Donc, douter de tout, ça veut dire, évidemment, vous n'avez pas les moyens physiques, on a tous du travail, plein de choses à faire, je ne vais pas vous dire, lisez tous les matins un journal de gauche, un journal de droite, etc. Mais essayez de jamais hésiter à multiplier les sources, et surtout, peut-être à prendre 2 minutes quand vous êtes sur Internet, de dire, ça vient d'où ? C'est quoi ce site-là? révolutionpermanente.com, est-ce que c'est sérieux? Non, mais il y a plein de gens qui prennent ça pour des vrais sites d'infos. On peut ne pas être journaliste et avoir un blog et écrire des choses formidables. Et c'est vrai, et il ne faut pas du tout être dans la posture ricanante des journalistes tout en haut de la montagne qui connaissent la vérité. Voilà, il y a plein de choses, Wikipédia, les journalistes en haut, ils vont vous dire non, c'est pas une source, mais en fait, on regarde tous Wikipédia parce qu'on y trouve des choses qu'on va infirmer ou confirmer après, etc. Mais il faut douter, multiplier les sources d'information, se dire que c'est pas parce que c'est partagé, que c'est massif, que c'est relayé, et même par votre meilleur copain, votre papa, votre frère, votre sœur, que vous aimez plus fort que tout, que c'est vrai. Voilà, vous pouvez avoir c'est aussi ça, les faux sont souvent très relayés. Juste pour ajouter, parce qu'on vous charge beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Il faut reconnaître aussi que les médias auront eux-mêmes des responsabilités à prendre et on aura sans doute une réflexion à avoir pour nous-mêmes nous réformer. Dans la mesure où on en est arrivé par la multiplication des médias, une espèce de concurrence où il faut qu'on ait une information qui attire, qui soit un petit peu scandaleuse, un petit peu voilà pour qu'on nous achète ou qu'on nous regarde. Et ça nous conduit à une espèce de relativisme qui est particulièrement qui est affreusement malsain, c'est-à-dire que sur un tel sujet, il y a des faits qui sont soutenus par 1000 personnes et on va donner à ces 1000 personnes exactement le même poids qu'à la seule personne qui les conteste en suggérant l'existence d'un complot mondial. Et on les met sur une balance au même niveau. Et c'est ça qu'on offre au public qui va être un peu désemparé. Nous-mêmes, on a tout un travail à faire et aussi de retrouver, alors, je ne parle pas pour mes confrères qui là pour le coup sont les représentants de médias qui sont très solides et qui ont encore des services importants, des spécialistes, de l'investigation, mais ça devient des raretés en fait dans le paysage médiatique. Il faudra sans doute qu'on revienne à ces quelques fondamentaux, effectivement, que informer, ça prend du temps, et ça prend des ressources, ça prend des humains pour le faire. Enfin, ce que vous dites, bon, on ne représente pas ces médias, mais c'est une forme de désarroi face au flux des chaînes d'infos. En France, effectivement, c'est complètement délirant. On en a 4. Et c'est vrai que, enfin, c'est ce qui était décrit par Géraldine juste avant. Il y a une forme de, enfin, c'est pas une forme, il y a une paupérisation du métier, et qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller faire du reportage, plutôt que d'aller faire de l'enquête, plutôt que d'aller faire du journalisme, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plateau et on amène ce qu'on appelle des bons clients, c'est-à-dire des gens qui peuvent tenir le crachoir pendant 1 heure, 2 heures, etc. Bon, ces gens en général se qualifient comme experts. Je mets plein de guillemets. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que je trouve que, alors ça, pour le coup, ça sape considérablement la confiance dans les médias et dans les journalistes, sauf que, voilà, c'est quelque chose qui s'entretient. J'invite des bons clients j'invite des bons clients qui sont dans l'excès, qui sont dans la provocation. Je vais isoler la séquence vidéo, je vais nourrir le buzz, etc. Et en ça, l'émission de Pascal Praud est absolument parfaite. Mais là, je le dis avec beaucoup d'ironie.
pour moi, c'est une espèce de négation en fait, du métier où effectivement on met tous les gens sur le même plan, etc. Et on cherche le clash. Alors ce qu'il y a, quand nous on était jeunes, il y a 20 ans, c'était uniquement chez Ardisson, le samedi soir, sur des histoires de cocaïne. Bon, ça restait... Plus vieux que toi, alors. voilà, ça restait anecdotique, mais maintenant on cherche ça en permanence. Et ça, effectivement, c'est assez destructeur. Et puis, avec le risque, et je reviens à ce que Nicolas disait au début, avec le risque au bout d'un moment d'inviter vraiment n'importe qui, et là de donner de l'audience à des gens qui vont promouvoir des théories vraiment complotistes dangereuses. Et c'est un phénomène qu'on a beaucoup aux États-Unis, et c'est ce que quelqu'un qui travaille pas loin d'ici, Dominique Cardon, un peu moins, appelle les blanchisseurs. C'est-à-dire que c'est des gens, vous avez des théories qui restent un petit peu souterraines, qui restent consommées par des gens qui ont déjà des biais très très forts, mais ça va passer sur un média dit mainstream, comme Fox News, avec des gens qui vont reprendre ces théories et qui vont les blanchir, qui vont leur donner un vernis de respectabilité. Ah, si machin qui est présentateur à Fox News, etc., dit ça. Voilà. En France, on n'a encore pas trop ça, mais on l'a eu par exemple avec André Berkoff sur Sud Radio, qui vous explique que, je crois que c'est le jeune Sénégalais Mamadou Gassama, non ? Ouais. Qui avait sauvé un enfant, que c'était un truc complètement truqué. J'ai vu ce week-end à la télévision française quand même une émission dans laquelle plusieurs personnes et une dame a expliqué donc au public que c'était prouvé que les extraterrestres nous mettaient des implants dans le nez et dans les oreilles. Hein. C'était quand même... Voilà, bon, donc il y a des blanchisseurs déjà. Non mais c'est un vrai risque. Peu de contradictions. Oui. Mais en tout cas Ça vient. Alors c'est que Sud Radio, c'est que André Berkoff, c'est pas non plus le 20h de TF1 ou de France 2, mais quand ces gens-là effectivement blanchissent en fait un truc complètement délirant en lui donnant, et après quand on leur dit mais attention, on peut plus rien dire, enfin bon bref, vaste débat, mais c'est voilà, on parle beaucoup des plateformes, on parle des citoyens, comme je disais, qui doivent douter de tout, on demande des efforts, mais bon, les journalistes, on en a parlé je crois, doivent aussi, enfin les médias en général doivent aussi faire leur autocritique. Bon, c'est pas. Multiplie ce type de service. Il y a les décodeurs du monde, il y a l'AFP factuel. Moi, il y a une initiative que j'ai trouvée peut-être la plus intéressante, c'est ce que fait Libération à Check News, parce que là, pour le coup, il y a un vrai lien en plus qui se crée avec le public, les gens les contactent, c'est vrai, c'est pas vrai. Je trouve que ce type d'initiative-là est très très positive, est intelligente parce qu'elle réintègre les gens dans le process de vérification. Et effectivement, ce serait très intéressant que presque chaque média ait une cellule de ce type. Mais voilà, il faut payer des gens pour le faire. Et on retombe sur le problème de départ. Juste pour abonder, pour que tu vois un peu la genèse de tout ça, là, il y a une quinzaine d'années, c'est fake, comme on disait, mais les sites n'existaient pas, c'était sur les forums de discussion. Le Monde en avait ouvert un forum de discussion il y a exactement 23 ans, 24 ans, avec Michel Tatu, qui était notre ancien correspondant à Washington et à Moscou. Donc, une sorte de sommité, en plus un soviétologue, ce qu'on appelait un criminologue. C'est quelqu'un qui avait des fiches sur pratiquement tous les Russes haut placés dans l'appareil du parti. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il avait monté une petite équipe, une petite cellule, qui vérifiait ce qui se disait dans les forums de discussion. On essayait de... Libé avait son avantage dans tel domaine, je ne sais plus lequel à l'époque, 97-98, dans ces eaux-là. Le monde diplomatique avait fait plutôt une plateforme un peu différente que la nôtre. Et nous, on voulait spécialiser. Il y avait des fake news, évidemment, mais on n'appelait pas ça comme ça. Il y avait des mensonges, il y avait des insultes, évidemment, des injures, mais aussi des fausses informations. Ils ont commencé à 2, 3, ils sont arrivés à 10, 15, et puis ils ont dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faudrait 100 personnes pour modérer un forum de discussion comme Le Monde qui a plus de 1 million, 2 millions de visiteurs par jour. Donc ça, c'est juste forum de discussion. Aujourd'hui, si nous, on veut donner une sorte de crédibilité à l'analyse qu'on fait des sites qu'on fréquente, qu'on voit, c'est la question, eh bien, il faudrait peut-être, à mon avis, une rédaction entière pour pouvoir, tous les jours, dire voilà, est-ce que ça intéresserait les gens de voir chaque site qu'on voit, de le dénoncer, etc. Je ne sais pas. Nous, on essaie de faire le tri. Entre parenthèses, le New York Times, c'est 1400 journalistes. Nous, on n'est que 350. Pour te donner des idées, et eux, ils s'affrontent à ça tous les jours.
Depuis qu'il y a Trump, ils ont embauché à peu près une centaine de journalistes, parce qu'ils savent que c'est une machine qu'il faut amender, il faut vérifier en permanence. Ce que je disais, il faut travailler, il faut gratter. Et puis il y a une hiérarchie de la réponse. C'est-à-dire que, est-ce que une petite vidéo de n'importe quoi, d'un extrémiste de droite qui parle de la pédophilie de Haddad au Brésil, je dis vraiment n'importe quoi, est-ce que ça mérite qu'on lui consacre un papier? Je pense pas. En revanche, Nancy Pelosi, puisque ça a été retweeté par l'avocat même de Donald Trump, là ça devient une vraie affaire. C'est pour... Le grand débat entre le meilleur des mondes de Huxley avec 1984 de Orwell. C'est-à-dire que Orwell, c'est le dictateur qui vous prend par la main et qui rentre dans votre cerveau, dans vos rêves. Et Huxley, au contraire, je pense que c'est lui qui a raison. Trop d'informations, on s'en lasse. Et puis on lâche. Et d'un seul coup, on peut tout faire. Et la dictature s'impose d'elle-même. Pratiquement avec la bénédiction des gens. Et ça, Huxley a vu avant 1984, mais c'est un gros débat, hein, philosophique. Alors on va arrêter là le débat sur cette superbe conclusion. Merci beaucoup.